Bienvenue, chère déesse, à vos entrevues. Namasté, Lokana. Namasté. Namasté. Je salue ce qu'il y a de plus beau en vous, de plus lumineux, de plus gracieux. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette entrevue qu'on va faire aujourd'hui avec Lokana. Donc, bienvenue. Bienvenue, merci, merci. Et on est dans cette partie de quête spirituelle, de qui suis-je? Dans le fond, qui suis-je vraiment? Puis, ce qui est très, très intéressant, c'est que la philosophie du yoga nous indique des voies qu'on peut suivre. Donc, il y a 4 voies qu'on peut suivre, puis c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, voir comment je fais pour, dans le fond, être heureux, me réaliser, être épanoui, sentir que j'ai vraiment, que j'accomplis ce que j'ai à accomplir dans ma vie. Mm-hmm. La voie du yoga nous propose en fait des piliers. On a appelé ça aussi des buts de la vie. Et si on veut les réaliser, c'est pas des étapes à franchir, mais c'est des aspirations que l'on peut mettre en place dans le quotidien, de telle sorte que ça fait comme une trame de fond sur laquelle je peux venir m'appuyer quotidiennement pour me réaliser de plus en plus, à la fois sur le plan personnel, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan spirituel finalement. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Puis, est-ce que là, ce qu'on va faire pendant cet entretien, c'est que tu vas nous expliquer quelles sont chacune de ces voies, mais aussi tu vas y rajouter ta petite touche personnelle. Bien sûr. Avec une mudra. Ben, je peux pas m'en empêcher. On peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté. Je pense que ça va être un superbe entretien. Puis, je te propose peut-être de commencer avec juste nous expliquer d'abord c'est quoi ces 4 piliers sur lesquels repose notre vie. Alors, les 4 piliers sont en sanskrit, en fait. Le premier, c'est dharma. Dharma, c'est en fait ma mission, un espèce de but que je me place dans la vie. Ça peut être aussi une vocation. C'est une façon de me réaliser, je dirais, sur le plan moral. Et sur le plan éthique aussi. C'est une façon à la fois peut-être de gagner ma vie, mais surtout, de partager qui je suis et mes compétences, mes connaissances finalement, d'en faire profiter les autres. Excellent. La deuxième, c'est Artha. Artha, c'est vraiment le travail que je vais réaliser, ça va être ma carrière, pour me permettre de réaliser mes buts et mes aspirations sur le plan physique, sur le plan financier. Matériel. Matériel, c'est faire ma place au soleil finalement. C'est une voie, donc la voie financière. C'est ça. Ouais. OK? Excellent. C'est d'être capable de gagner ma vie, puis éventuellement de pouvoir peut-être partager au-delà de ce que moi j'ai besoin, d'aider les autres à travers le dharma, par exemple. La troisième voie, c'est Kama. Kama, c'est le plaisir. C'est le plaisir que je prends à faire les choses. C'est le plaisir que je cherche aussi, pas nécessairement dans la recherche du plaisir, mais dans la recherche de tous les sens. Dans ce qu'on peut appeler la sensualité. Dans la sensualité. Ressentir à travers ses sens. Exact. Et le dernier, mais non le moindre, qui parfois par certains auteurs nous disent qu'il faut pratiquer ça, d'autres qui disent ça vient avec le reste. Et c'est la libération ou la liberté qui vient avec le fait du sentiment du devoir accompli, d'avoir fait ce que j'avais à faire, d'avoir aimé ce que j'ai fait, puis de pouvoir le partager. Ce qui fait qu'on va voir chacune de ces voies-là, chacun de ces piliers-là, non pas comme je disais au début, des étapes à franchir, mais comment est-ce que à travers le quotidien, parfois je vais être peut-être plus dans le travail alimentaire quotidien qu'il faut que je gagne ma vie, alors que puis le plaisir va peut-être être un petit peu de côté. D'autres fois, ça va être plus le plaisir parce que c'est les vacances, donc je me paie du bon temps, je me paie du temps aussi avec des amis, des échanges. Mais idéalement, il faudrait que ces 3 plans-là soient toujours présents au moins un tout petit peu à chaque jour, même si des fois il y en a un qui est dominant, pour qu'éventuellement, à la fin de la journée, je puisse me sentir libre d'être ce que je suis finalement. Excellent. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y a rien qui est mis de côté. C'est comme toute ma vie,
tout est important Exact. et j'embrasse tout ce qui est là. Donc, c'est superbe. Ben, c'est ça la vie. Hein? C'est ça la vie. C'est ça. Ouais. Des fois, on a tendance à mettre des choses de côté, à dire ça, c'est moins important, mais non. Chacun, puis tu le dis bien, c'est des piliers. Donc, chacun d'eux est important. Excellent. Donc, si on commence avec le premier, Dharma. On commence avec Dharma. Donc, je vous ai dit que Dharma, c'est la vocation, c'est la mission, c'est un but à atteindre ou à vouloir partager avec les autres. C'est ma contribution à la société. Alors, très souvent, cette partie-là, ça va se faire à travers quelque chose où je n'attends rien en retour. On va le voir souvent avec le bénévolat, on va le voir avec des gens qui deviennent des mécènes, qui s'engagent dans une cause ou qui proposent de soutenir financièrement une cause, par exemple. Les enfants. Les enfants, quand on les élève, les élever, je trouve ça extraordinaire comme expression, c'est de prendre quelqu'un qui est là et l'élever, c'est de l'amener plus haut et plus loin dans son développement et dans ce qu'il est. Il y a aussi dans cette notion de dharma une participation à l'épanouissement de quelqu'un d'autre. Et là, ici, Marie, j'aimerais te raconter une petite histoire. J'adore les histoires. Je pense que je suis pas la seule. J'ai fait pour écouter des histoires. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'adore en raconter puis j'adore en entendre. Mais celle-ci, entre autres, ça a été pour moi un événement que j'ai vécu quand j'avais une vingtaine d'années. Et ça a été un enseignement qui m'a été offert par une fourmi, imagine-toi. Alors que j'étais assise, sur le bord d'une route un peu en terre, là, je me suis mis à regarder, j'avais rien d'autre à faire. C'était ça le but. C'était le but cette journée-là. Faire. J'avais rien à faire cette journée-là et j'avais toute la journée pour le faire. Éventuellement, je remarque qu'il y avait une fourmi sur le chemin. En fait, il y en avait plusieurs, mais celle-là, elle a attiré particulièrement mon attention. Et elle transportait un petit morceau de feuille. Mais le petit morceau de feuille était 3 fois grand comme elle. Il faisait au moins aussi 3 fois son poids. Et puis, j'avais beau la regarder, puis regarder. Elle transportait toujours sa feuille, elle la déposait, elle la reprenait, puis elle continuait son chemin. Elle prenait son souffle, dans le fond. Elle prenait son souffle, elle se donnait le droit d'arrêter, de rien faire pendant je sais pas combien de respirations pour elle, puis éventuellement, elle reprenait le travail, puis elle continuait. J'imagine que son but à ce moment-là, c'était d'amener cette feuille-là dans la fourmilière. Toujours est-il qu'à un moment donné, il y avait un obstacle. Il y avait un petit caillou qui était là, qui lui barrait la route. Alors, elle a essayé toutes sortes de façons. En tirant, en poussant, en se mettant de côté pour essayer de tourner la feuille. Elle a voulu contourner le caillou, mais ça fonctionnait pas. Mais jamais elle s'est arrêtée. Je trouvais ça extraordinaire de la voir aller, puis pour moi, ça a été à ce moment-là un enseignement sur la ténacité, sur la volonté d'arriver au but. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre fourmi que je voyais aller un petit peu plus loin, qui, elle, transportait un petit morceau de tige, un petit morceau de bois, et puis qui éventuellement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a déposé ce morceau-là, puis est allée aider littéralement l'autre fourmi à transporter le morceau de feuille au-delà du caillou. Donc, aux deux, il y en a une qui a tiré, l'autre qui a poussé, sont mis à tourner autour de la feuille et finalement, elles ont réussi à passer à travers l'obstacle, le défi qui était là pour elles. Quand ça s'est terminé, celle qui transportait la feuille, enfin j'ose espérer que c'était la même, a continué son chemin avec la feuille, l'autre s'est retournée, est allée retrouver son petit morceau de bois, puis elle est partie elle aussi, de son côté. C'est simple comme histoire, mais moi ça m'a fait réaliser à ce moment-là que la fourmi là, qui a laissé de côté son petit bout de bois pour aller aider l'autre, dans le fond, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait sa force et ses compétences de tirer ou de pousser sur la feuille au service de l'autre pour l'aider. Et puis qu'une fois que ça a été fait, il n'y a pas eu d'échange d'argent, il n'y a pas eu autre chose que peut-être un merci entre elles, puis chacune est repartie de son côté, continuer à réaliser le but de ce qu'elle s'était proposé dans cette partie-là de la journée.
Puis pour moi, cette histoire-là, ça a été un enseignement sur Dharma. C'est-à-dire que chacune de nous, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à réaliser. On a aussi des potentiels qui sont déjà développés parfois, d'autres qui sont en développement, mais on a des compétences et on peut les mettre au service de n'importe qui, n'importe quand. Puis on peut rencontrer des obstacles. Puis on peut rencontrer des obstacles, même si c'est notre mission. Puis on la remplit et c'est tout. On continue. Excellent. On a le droit de s'arrêter, puis ensuite on continue. C'est excellent. Tout. Voilà. Super. Et donc cette histoire-là, pour moi, c'est vraiment de mettre à contribution, dans le sens du dharma, mes compétences au service de l'autre. C'est ma contribution finalement à la société. Ça me permet d'atteindre une réalisation de moi-même sur le plan moral, tout simplement. De sentir que je fais ce que je dois faire. Exact. Comme être humain, comme personne. Puis ça, c'est une mission, ou un objectif, ou un but. Comment on fait pour déterminer ce but, grand but, petit but? D'où il vient ce but? La grande question. La grande question. Parce que souvent, puis je me suis posé souvent la question, puis des fois encore, je me la repose. C'est quoi ma mission dans la vie? Voilà. Comme s'il fallait que ça me soit révélé, comme s'il fallait que ça soit quelque chose de grandiose, alors que je peux commencer, avant d'avoir un but de vie qui est complet, des petits buts, des petits défis que je me mets à moi-même. C'est nos fameuses résolutions du premier blanc, qui souvent, au bout de quelques jours, on les oublie. il y a un... Pas moi. Non plus. Ça s'appelle Swadharma. C'est un petit but qu'on se pose de manière personnelle, comme pour se challenger soi-même, se mettre au défi pour voir si on a cette détermination-là de la petite fourmi, là. Alors, ça peut être quelque chose qui est atteignable et avec sur une courte période. Par exemple, le fait que dire, bon, moi, au départ, j'ai de la difficulté à boire beaucoup. Dire, OK, je sais qu'il faut que je boive 1,5 litre, 2 litres par jour d'eau. Faut préciser. Oui, parce qu'on pourrait avoir la bouteille de vin. Oui. Et à ce moment-là, dire, OK, mais je prends les moyens. Cette semaine, je fais vraiment attention pour atteindre ce but-là, puis éventuellement, ça va devenir une habitude. Ça pourrait être faire un peu plus d'exercice. Ça veut dire quoi, un peu plus d'exercice? Ben, c'est peut-être, moi, je travaille beaucoup assise en face de l'ordinateur, ben j'aime ça éventuellement me lever, puis ne fût-ce que de sortir de la maison, aller faire un petit tour dans le jardin, revenir, ça me prend même pas 5 minutes, je me rassois, mais je le fais aux heures. Et je m'aperçois qu'à la fin de la journée, ben d'une part, j'ai réalisé mon objectif qui était de faire un petit peu plus d'exercice, même si c'était pas beaucoup, et puis qu'éventuellement, ben ça me donne le goût de bouger un peu plus, et puis d'en faire un peu plus et un peu plus longtemps. Donc ça, c'est des objectifs qui sont à court terme, mais qui vont m'aider à trouver c'est quoi ma mission. Exact. Et quand je dis c'est quoi ma mission, si on dit que c'est se mettre au service de l'autre, ben ça peut être à travers une action qui va l'aider concrètement, mais ça peut être aussi un simple sourire. Un bonjour à quelqu'un qui habituellement passe presque inaperçu. Ça peut être des petits gestes comme ça qui vont faire éventuellement qu'on va se rendre compte que notre mission de vie, on est en train de la réaliser sans qu'elle soit nécessairement écrite en grosses lettres néon et flashée. Voici ma mission de vie, je suis en train de la réaliser, regardez-moi. C'est pas nécessairement non plus de monter le mont Everest ou de faire ce qui peut être considéré comme des grandes choses. Non. Okay. Pour certaines personnes, ça va être ça. Oui, pour la majorité d'entre nous, c'est pas ça. C'est dans le petit quotidien, dans les petits gestes du quotidien, qui fait que ça fait une vie, finalement, qui a valu la peine d'être vécue, puis à la fin, on va se dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis réalisée. Excellent. Et ce que je voudrais rajouter là-dedans, bien sûr, c'est une pratique de mudra. Bien sûr. OK? Il y a une mudra qui est absolument extraordinaire, mais bon, tu le sais depuis que tu me connais, ils sont tous extraordinaires. Ils ont tous un petit quelque chose de wow. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est Dharma, Chakra, Mudra. Un peu, je vais enlever la bague. Parce que je me rappelle, il faut enlever les bijoux. Oui, idéalement.
Tiens. Voilà. Alors, il s'agit tout simplement de faire Chin Mudra, le pouce et l'index qui sont joints. Déjà, on a une roue qui est comme ça. Et là, la main gauche va venir se placer à peu près au niveau de la poitrine, avec la paume de main qui est tournée vers la poitrine. Et la main droite, elle, le Chin Mudra, va venir se placer sur le majeur, avec la paume de main qui est bien sûr tournée vers l'extérieur. Et ce que ça représente, vous le savez, chakra, ça veut dire roue. Et dharma, c'est aussi une roue. C'est la roue du destin, c'est la roue de la vie. Et ici, il y a deux roues, en fait, qui se rencontrent. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est tout ce que je fais, tout ce que je réalise, tout ce que je mets en œuvre, bien, je le fais pour moi d'abord. Et en même temps, je le partage avec les autres. Et donc, je l'offre aux autres. Parce qu'on le sait, hein, peu importe ce que l'on fait, comme on est tous reliés les uns aux autres, ce que je fais pour moi, ça va avoir une incidence sur les autres. Si je change quelque chose dans mon alimentation, à moins que je vive toute seule, ben, inévitablement, les enfants, les compagnons qui sont dans la même maison, ils vont y goûter aussi. Tout le monde va en profiter, ou tout le monde va se désespérer, peu importe. Ça va toucher tout le monde. Donc, cette mudra-là, c'est ce qu'elle représente. Alors, je vous la laisse faire pendant quelques instants. Ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux. Et la seule contre-indication, c'est si c'est désagréable, bien sûr, merci de me le rappeler. Désagréable d'une manière ou d'une autre, que ce soit physique, émotionnel, mental, vous la défaites. Donc, fermez les yeux. Et en inspirant, sentez que vous laissez se déposer à l'intérieur de vous, en particulier dans l'espace du cœur, tout ce que vous avez comme bénéfice de cette pratique. Et en expirant, imaginez que vous expirez vers l'extérieur, vers le monde, peut-être même avec la main droite, comme pour faire rayonner autour de vous les effets de la pratique ou de ce que vous avez reçu. Vous êtes prête à le partager. Allons-y avec une dernière respiration. En inspirant, prenez tout ce qui vous appartient, tout ce dont vous avez besoin, et à l'expire, partagez avec les autres, jusqu'à ce qu'éventuellement ça mette un sourire sur vos lèvres. Puis ensuite, on peut ramener les mains. Chin Mudra pour commencer. Et puis, dégager la mudra aussi pour simplement observer l'état intérieur. Alors, tu vois, Maryse, comme c'est simple, mais ça vient mettre de façon physique dans le corps et de façon énergétique aussi les effets d'une pratique du quotidien. Moi, je suis extrêmement émue, là. En pas longtemps. J'ai senti une grande ouverture dans mon cœur quand je respirais. C'était très énorme. Puis là, ben, c'est un peu parti, mais j'avais presque des larmes aux yeux. De la puissance. Mais c'est de se rendre compte que le petit geste que je fais pour moi, je le fais aussi pour les autres et je peux le partager aux autres. C'est une symbolique. Ça amène une énergie dans les mains incroyable. Incroyable. Et puis comme tu dis, il y a une émotion qui est envahissante aussi, parce qu'on se rend compte de l'appartenance à l'univers. Donc, c'est important. Et c'est de se rendre compte qu'à travers ce geste-là, ben, le sourire que je vais donner à une personne, l'encouragement que je vais lui donner, ou l'aide peut-être financière que je vais lui apporter, parce que c'est les moyens que je vais trouver, ben, ça va permettre de rayonner pour cette personne-là, qui va rayonner vers une autre personne ou un autre groupe de personnes, et ça va faire tout un changement. L'autre chose qui est intéressante avec cette mudra-là, c'est qu'on est dans, c'est comme la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. J'ai fait quelque chose pour moi, je le partage. Donc, je termine quelque chose, donc j'ai reçu et je donne aussi.
Les deux sont devant. Excellent. Wow, j'avais jamais vu celui-là, cette mudra. C'est intéressant. Donc ça, c'est pour le dharma. Pour dharma. Donc, qu'est-ce qu'on a à accomplir, dans le fond, qu'on se réalise à l'intérieur de la société? C'est un peu l'obligation morale qu'on a envers nous-mêmes. Oui. Que de se réaliser. Que de se réaliser et de se réaliser à travers le service aux autres. Excellent. Donc ça, c'est un aspect, un des piliers. Oui. Et un autre pilier, c'est Artha. Artha. Artha qui, parfois, j'ai l'impression, dans le monde spirituel, peut être un peu malmené. C'est mon impression. Malmené et surtout mal compris. Surtout mal compris. Parce que Artha, c'est bien sûr le travail, mais c'est la prospérité, c'est la richesse, c'est la poursuite de la prospérité et de la richesse, non pas comme but en soi, mais comme but de se réaliser. C'est aussi la reconnaissance que les autres vont avoir de moi par rapport à ce que je fournis comme travail. Puis là, on parle de richesse. De richesse. Incluant monétaire. Incluant monétaire. Ouais. OK? C'est à la fois un travail qui me nourrit, je dirais, sur le plan alimentaire, qui me permet d'avoir un toit, Ouais. qui me permet de pouvoir manger, qui me permet d'avoir suffisamment de revenus pour élever mes enfants, par exemple. Mais c'est aussi, ça pourrait être aussi, bien sûr, et c'est souhaitable que ce soit aussi un travail qui me nourrisse intérieurement. Donc là, on peut y inclure dharma en même temps. On peut y inclure dharma et on peut y inclure kama aussi, parce que Oui. kama, c'est le plaisir, donc prendre plaisir à ce que je fais. Mais moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où, pour pouvoir manger, puis pour pouvoir payer mon loyer, j'ai dû accepter du travail qui me plaisait pas vraiment. Moi aussi. Bon, je pense que ça On n'est arrive. pas les seuls. On n'est pas les seuls. Puis je dirais même que dans tout travail qui nous plaît, il y a toujours un côté qui nous plaît un peu moins. Moi, j'adore ce que je fais, mais il y a des fois des petites parties, je suis comme, oh, ça, si je pouvais Exact. trouver quelqu'un à qui déléguer, mais non, on peut pas. C'est ça. Mais Artha, c'est si jamais je me retrouve dans une situation où je dois absolument accepter un travail qui me plaît pas, mais qui me permet de payer mes factures, par exemple, je peux transformer cette attitude de dire « Ah, j'aime pas ça, ce travail-là », en disant « Qu'est-ce que je vais apprendre de ce travail-là qui va me permettre, oui, de me nourrir sur le plan alimentaire, mais de me nourrir intérieurement pour que je puisse éventuellement, que ça fasse partie de mon bagage d'expérience, puis que je puisse le partager. Et comment est-ce que je peux trouver un endroit de plaisir là-dedans? Et si c'est pas à travers le travail, c'est est-ce que je pourrais trouver un moment dans ce travail-là où je vais prendre plaisir à. Ou pour y aller. Ou pour y aller. Ou un moment, peu importe, Exact. dans le processus. Exact. Ce qui fait que c'est intéressant parce que c'est prendre ma place au soleil. Et c'est pas toujours facile. Et là, j'ai encore une autre histoire pour toi. Ah, j'aime ça. Toujours issue de la nature. C'est si je plante, par exemple, une graine de carotte, ok, et je la mets en terre, et là, je m'imagine que je suis cette graine de carotte. Donc, on peut tous imaginer. On peut tous imaginer ça. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu une graine de carotte, mais c'est tout petit, puis c'est assez dur, ok? Et donc, imaginez la force de vie qui est présente dans cette semence-là, tout l'effort qu'elle doit fournir pour s'étirer, pour se développer, pour s'épanouir, pour briser cette coquille-là, pour qu'éventuellement, il y a 3 petits poils qui descendent vers le sol pour faire des racines. Il y en a un autre qui s'en va vers le ciel, ou en tout cas, ce qui pense vers le haut, parce que pour l'instant, il est dans la terre, donc il sait même pas que c'est le ciel, et dire, ben, j'ai ces forces-là qui sont là. Puis se dire éventuellement, oh, c'est tellement difficile de faire ça, que, oh, ça me tente pas. Jusqu'au jour, et effectivement, il y a des feuilles qui commencent à pousser à la surface du sol, puis qui s'élèvent vers le ciel. Puis là, non, nous, on est, ouais, il y a une carotte qui vient de pousser. Ouais, mais moi, je suis toujours la carotte. Et là, je me dis, oh, c'est trop difficile. Il me semble que si j'étais une feuille de chou, ou une salade, ou une tomate, ça serait plus facile.
J'ai déjà interviewé une carotte. Et je t'assure, Maryse, qu'elle m'a pas dit ça. Non? Non. Elle, ce qu'elle me dit, c'est, ma nature, c'est d'être une carotte. Et j'oserais pas être autre chose. Donc, même si elle a rencontré des difficultés, même si son travail était pas toujours facile, puis qu'elle a pas toujours aimé casser l'enveloppe de la graine, qu'elle a rencontré peut-être des obstacles, encore il y avait des roches dans le sol, il y avait du sable. D'ailleurs, ça pousse mieux dans le sable que dans quelque chose qui est trop dur, ou qui manquait d'humidité, etc. Elle a quand même continué à réaliser son potentiel, puis à réaliser qui elle était. Donc, Artha, c'est la réalisation de soi sur un plan personnel. Donc, la reconnaissance, la célébrité, la réussite, l'argent qui vient avec, ça fait partie des lois de la nature, ça. Et la petite carotte, elle, en poussant éventuellement, elle a rencontré aussi des difficultés autres. Il y a peut-être des roches, de telle sorte qu'elle a été obligée de séparer sa racine unique pour devenir fourchue. Mm-hmm. Mais ça n'a rien changé à sa nature. Elle reste quand même une carotte. Elle reste quand même une carotte. Et une belle carotte. Et une belle et une bonne carotte. Et une bonne carotte. Parce que nutritive. Nutritive, elle n'a pas changé sa nature, elle n'est pas devenue moins bonne parce qu'elle est fourchue. C'est pas devenu un brocoli. C'est pas devenu un brocoli. Non, ni un chou rave. Okay? Ce qui fait que moi, ce que ça m'enseigne, une carotte comme ça, c'est de dire, ben, même si le travail n'est pas toujours facile, même si des fois, j'ai dévié un peu, ça n'enlève rien à ce que je suis et à ma façon de me réaliser. Après ça, ben, prendre plaisir à ça ou pas, ça reste un choix. C'est un autre pilier, ça. Si éventuellement ce travail-là, je prends plaisir, puis que je me réalise pleinement, ben, tant mieux. Mais on sait très bien que c'est pas toujours le cas. Il y a toujours moyen de dire, OK, je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. Il faut que je paie mon loyer, il faut que j'élève mes enfants, et etc., etc. Mais... Moi, j'ai été 2 ans, à un moment donné, à travailler au gouvernement fédéral pour ça. Mm-hmm. Gestionnaire en contrôle interne quand t'es prof de yoga. Faut trouver des ressources intérieures. La souplesse intérieure. La souplesse intérieure. Qu'elle va se manifester. Et moi, c'était de voir le paysage, le soleil lorsque j'allais au travail. C'était, que c'est beau. Mm-hmm. J'arrivais au travail avec le sourire. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, pour nous aider, ou en tout cas pour moi, m'aider à trouver cet alignement-là de la carotte, si je peux dire ça comme ça, dans le travail, je me suis dit, quel mudra pourrait nous aider? Oui, je suis curieuse. Et là, je vous propose Shiva Lingam. Shiva Lingam, on apprend cette mudra-là avec les mains les pouces qui sont levés à angle droit avec les autres doigts, d'accord? La main gauche vient se placer naturellement, dépendant de la longueur des bras. Et la main droite, elle, je vais replier. C'est ça. Je viens replier les doigts vers la paume de la main. Le pouce reste levé. Et je viens le planter directement dans la paume de l'autre main. Donc là, on est dans une intention ferme. Oui. Je viens me placer dans le centre. Même chose, on peut défaire la mudra, bien sûr, si elle est inconfortable. Et autrement, fermer les yeux. Juste observer. Shiva Lingam, ça donne une direction, ça nous recentre, ça nous affirme, ça développe aussi la confiance en soi. Alors, si je suis dans un travail qui me plaît plus ou moins, c'est important que je sache pourquoi je le fais. Que je sois bien alignée sur ce but. Même chose, vous pouvez inspirer profondément. Vous allez observer ici que la respiration se déplace plus vers le bas du corps, peut-être même vers le dos.
C'est comme si je me plaçais vraiment à mon centre et que je donnais une structure à ma vie. Alors, une dernière respiration. Et puis à nouveau, vous pourrez relâcher la mudra, laisser les mains venir se replacer sur les cuisses, les genoux. Et prendre encore quelques instants pour laisser simplement se déposer. Cette sensation d'être bien aligné. Un peu comme fermement établi dans ce que je suis. Et puis ensuite, bien sûr, retrouver le monde extérieur parce qu'il faut continuer à travailler. Non, on passe à l'action. Excellent. Moi, j'ai senti, là, je sais pas si on l'a vu à la caméra aussi, mon dos, là, c'était comme, pow! OK! Je suis prête, là, j'ai une grande force. Ouais. Puis, quand t'as mentionné, justement, là, se tenir droit, je sentais ici, là, quasiment comme une barre qui me tenait. Excellent. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de la signification Shiva Lingam? Shiva Lingam, c'est en fait l'organe. Ça nous amène au prochain sujet. C'est l'organe mâle en érection, pour ne pas le dire. Et donc, c'est pour ça que ça donne quand même une ligne directrice. Ouais. C'est une force de pénétration dans tous les sens du terme. Donc, ça me permet d'avoir une direction à ma pensée, à mon intention, et donc, en même temps, de bien me sentir, de bien me centrer et de prendre confiance en moi. C'est une force qui est très masculine aussi. Oui. Et on en a besoin. Oui. On en a besoin. Excellent. Et, comme tu dis, ça nous amène à Kama. Oui. Parce que Kama, c'est le plaisir, mais c'est le plaisir de tous les sens. La sexualité fait partie des sens. Et donc, c'est de trouver la réalisation de soi sur le plan sensuel. Et quand on parle du plaisir des sens, souvent ça aussi c'est mal compris. Et en particulier dans certaines approches religieuses où est-ce que le plaisir n'a pas sa place. Alors qu'en yoga, on dit, ensuite avec les mudras aussi, c'est de faire jaillir le plaisir. Et donc avec ça, il y a une satisfaction et une façon de se réapproprier les sens pour pouvoir en profiter pleinement. Les sens sont là pour nous donner des indications, mais dans le yoga, vous le savez, il y a aussi le retrait des sens. Ça ne veut pas dire de les couper puis de s'en bloquer, malheureusement c'est souvent compris comme ça, mais c'est plutôt de développer le sens intérieur. Donc, au lieu que ce soit des sens extérieurs qu'on vive uniquement à travers l'extérieur, c'est de le ressentir aussi à l'intérieur. Exact. Ce qui fait que, bien sûr, la vue me donne des sensations, me permet de percevoir le monde et de le voir d'une certaine façon, mais ça peut aussi développer ma vision de la vie. C'est pas la même chose que la voir quelque chose. Oui. Donc, la vision intérieure, c'est aussi apprécier ce qui est beau, ce qui est esthétique. Et puis ça, la définition de ce qui est beau et de ce qui est esthétique, c'est individuel, personnel. À chaque personne, exactement. Donc ça, c'est important d'apprécier ce que les sens ont à nous offrir. Et Kama nous permet de partir à la recherche du plaisir des sens pour apprécier vraiment ce qu'il nous offre. Donc, de découvrir la beauté à travers une image, à travers la nature, à travers le regard avec une personne que l'on aime particulièrement ou qu'on apprécie. Il y a toujours moyen de voir les choses et la vie d'une façon différente quand on développe ce sens-là. Et on est toujours encore ici dans quelque chose qui est sain. C'est bien sûr. Quelque chose qui est sain pour nous. Donc les desserts, le gâteau, c'est délicieux, on en profite, mais d'une façon qui est saine et respectueuse encore pour notre corps. La même chose pour la sexualité, c'est de pas avoir une sexualité dépravée, mais une sexualité qui est saine pour nous. Exact. C'est-à-dire d'être toujours dans une espèce de juste milieu
où je me perds pas à la poursuite de mes passions puis de mes désirs, parce que là, effectivement, je serais pas en train de réaliser ce pilier-là, mais c'est juste de dire, j'apprécie ce qui est, je prends le temps de goûter à la vie, finalement. Prendre plaisir et de goûter à la vie, de mordre dans la vie. Si on parle des autres sens, il y a aussi l'ouïe. Donc, c'est entendre des paroles qui sont agréables, des chansons, des musiques, peu importe, là. Ça peut être aussi à travers l'odorat, apprécier des parfums, des odeurs, des arômes qui sont inspirants aussi. Mm-hmm. Ça peut être à travers le goût. Bien sûr, on parlait de manger. Ça peut être d'apprécier un morceau de gâteau, mais ça veut pas dire de se gaver de gâteau à toute la journée. Ça peut être apprécier un morceau de chocolat, ça peut être n'importe quoi. Le toucher. Le toucher, bien sûr, ça peut être à travers le toucher, ça peut être à travers toucher l'autre, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui me touche intérieurement. Mm-hmm. Quand je regarde quelque chose ou quand je suis en présence d'un événement, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'émeut, ça fait partie du sens du toucher, ça aussi. Et donc, si je pars pas à la recherche extrême, exactement comme dans Artha, tu sais, la recherche de la réalisation de soi à travers un travail qui va m'amener peut-être de l'argent, si je le fais pour accumuler, puis j'en ai jamais assez, je suis encore une fois en excès et non pas en équilibre. Dans Artha, dans Kama, ça va être la même chose, ça va être la recherche du plaisir sain, d'une sexualité qui est saine, d'une alimentation qui est saine, et c'est pas la recherche du plaisir et puis me perdre dans mes passions finalement puis dans mes désirs qui va me permettre de me réaliser sur le plan sensuel. Excellent. Puis moi, on m'a déjà demandé aussi la question, qu'est-ce qu'une saine sexualité? Mm-hmm. Puis pour ça, ma réponse à moi, que je trouve qui s'applique à tout lorsqu'on dit il faut que ce soit sain, c'est que je me sens bien avant, pendant et après. Exact. Quand je me sens bien avant, pendant, après, j'ai pas eu ce trouble avant, ni pendant, et après, j'ai pas de regrets. Je me dis, c'était parfait comme c'était. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, au niveau de faire quelque chose qui est sain, c'est beaucoup intérieur. C'est très différent aussi pour chaque personne. C'est très différent pour chaque personne. Oui. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu donnes, c'est de me sentir bien avant, pendant et après. C'est valable pour la sexualité, mais c'est valable pour tout le reste. Tout. Moi, je me souviens d'un repas qui avait été servi par des amis où il y avait d'autres personnes qui étaient invitées. Et puis, il y avait une personne là que je connaissais pas, c'était un monsieur. Et éventuellement, on est arrivé au moment du dessert. C'était un repas qui était très simple, mais très, très nutritif et très agréable. Quand c'est arrivé au temps du dessert, l'hôtesse nous a offert plusieurs desserts. Il y avait ce que j'appelle le dessert cochon. Tu sais, juste à le regarder, tu fais « Oh! » C'est comme moi. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient un peu plus... raisonnable. Quelque chose comme ça. Puis il y en avait un qui était franchement ascétique, là, genre biscuit sec, etc. Et ce monsieur-là, il regarde les 3 desserts, il dit j'ai envie de manger le morceau de gâteau au chocolat, qui était le cochon, comme je dis, juste à le voir, et le biscuit sec. Et puis il dit j'aimerais bien manger le morceau de gâteau au chocolat. Mais je suis mieux de manger le biscuit sec parce que tu sais, faut pas céder à la tentation. Moi, je l'ai regardé et je me suis dit, je suis pas sûre qu'il va avoir plus de facilité à digérer le biscuit sec que le morceau de gâteau au chocolat où déjà les enzymes digestives dans son estomac, ils sont là en train d'attendre le morceau de gâteau au chocolat. J'ai l'impression qu'il avait la bouche remplie de salive. Et là, il va prendre un morceau de biscuit sec parce que dans sa croyance intérieure, ça va être plus facile à digérer où il y a moins de sucre, etc. Puis au niveau émotionnel aussi, là. Ben oui. Donc, je suis pas certaine que ce soit le meilleur choix pour lui dans cet instant-là. S'il avait choisi le biscuit sec avec la même passion, avec le même désir que le gâteau au chocolat,
probablement qu'il l'aurait bien digéré. Mais je suis certaine, j'ai pas demandé, mais je suis certaine qu'il va avoir eu de la misère à le digérer, le biscuit sec. Tout ça pour dire que quand on manque de cet élément-là de plaisir, ben ça fait une vie qui est terne, qui est ascétique, qui est rigoureuse, où le plaisir n'a pas sa place, et c'est pas vrai que le plaisir n'a pas sa place. C'est un peu comme d'avoir de la modération dans la modération. C'est super d'être modéré, mais il faut aussi être modéré dans sa modération. C'est ça. Donc, tu sais, si avant de choisir quelque chose, ça me fait plaisir, je me sens bien, qu'en faisant l'acte de manger le biscuit ou le chocolat ou l'amour, ben, je me sens bien, puis qu'ensuite je me sens bien aussi, ben voilà, on réalise Kama. Excellent. Et est-ce qu'on fait une moudra avec Bien ça? sûr, Bien voyons sûr. Maryse. Et ici, comme ça touche les sens, je me suis dit Bujasana. Buja Mudra, excuse, pas Bujasana, mais Mudra Mudra. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre les mains vers l'avant. On va tourner vers l'extérieur. Et on va placer une main devant l'autre pour pouvoir venir entrecroiser les mains. Bien enlacer, puisque bon, on est ici avec le toucher. Mm-hmm. Et puis ensuite, on va ramener lentement. On va pencher la tête. Et juste venir respirer dans cet espace. Alors, encore une fois, les yeux sont fermés. Et Buja Mudra, c'est vraiment une mudra qui nous permet de nous toucher nous-mêmes, je dirais. Bien sûr, nos mains se touchent, mais en même temps, c'est comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. C'est comme une grande caresse, un grand câlin que je viens de faire. Et parfois, ben, je suis seule. J'aurais besoin d'un câlin, mais il n'y a personne pour me le donner, alors je suis la personne qui peut me donner ce câlin-là avec cette mudra-là. Et c'est comme s'il y avait un châle de tendresse qui venait se déposer sur mes épaules. Et dans ce châle de tendresse, imaginez-le avec votre respiration. À l'inspire, laissez bien sûr le souffle vous pénétrer. Et à l'expire, laissez le souffle venir vous envelopper avec douceur, avec tendresse. Une mudra toute simple, très enveloppante. Une dernière respiration. Et puis ensuite, on pourra venir dénouer. Et bien sûr, relâcher. Et si jamais vous avez un petit peu plus de temps à la maison, ben vous pourriez changer l'entrelacement pour y aller de l'autre côté et en profiter encore un peu plus. Et vous allez voir que l'entrelacement moi je l'ai fait spontanément avec le bras droit qui était par-dessus, le bras gauche qui est en dessous. Et si je le fais de l'autre côté, c'est une autre caresse. Ah, c'est une autre caresse. C'est pas la même personne qui vient me caresser, ça n'a pas les mêmes qualités. Donc c'est intéressant de le faire des deux côtés. Et de bien sentir la différence. Avant bien sûr de défaire à nouveau. Et puis tout relâcher. Oh, ça fait du bien. Ça, c'est comme... Oh! Moi, quand j'étais jeune, il y avait des dessins animés, puis il y en avait un, je me souviens plus, là, c'était un toutou qui, quand il mangeait un biscuit, il montait au plafond ou au ciel, et puis là, il se faisait des caresses comme ça. Ça donne ça, oui. Ça me fait cette impression-là. Et pour moi, cette mudra-là représente justement Kama. Moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'était comme si
je connectais avec ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, c'est quoi mes désirs. Si on parle de désirs, Oui. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me réconforte? Ouais. Oui, intéressant. Superbe. Puis là, quand on fait les 3, Dharma, Artha, Kama. Les 3, si on se fait ça tous les jours, oui. Des fois, comme je disais un petit peu plus tôt, il y en a un qui va être dominant, puis les autres vont être un petit peu moins importants. Mais si à la fin de la journée, je regarde ma journée, puis est-ce que je me dis, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que je me suis réalisée? Est-ce que j'ai partagé avec les autres? Est-ce que j'ai pris plaisir à ça? Il y a un profond sentiment de liberté qui s'installe, qui est là, qui se révèle. Et puis, c'est moksha. C'est la libération, c'est la liberté, c'est de faire ce que j'avais à faire au moment où c'était à faire, de prendre plaisir à ça, et c'est ce sentiment profond d'être totalement libre, d'être qui je suis et de me réaliser sur le plan spirituel finalement. Parce que je c'est ça? Oui, et je réalise à ce moment-là ce que je suis profondément, ce que j'appelle ma nature véritable et profonde. À travers ce que je contribue, à travers les besoins physiques qui sont remplis et aussi à travers les sens qui sont remplis également, exact. Que je réponds aux besoins de mes sens. Alors, pratiquer la liberté, c'est aussi choisir. Oh non! Pas choisir! Oui! Oh! Et choisir... Choisir tout! Si tu veux, mais bon. On peut pas choisir tout. On peut pas tout choisir. Et se rendre compte que choisir, ça veut dire inévitablement dire oui à quelque chose, mais ça veut dire non à autre chose. Okay. Si je prends l'exemple des gens qui nous regardent aujourd'hui, présentement, ils ont choisi cette activité-là, ça veut dire qu'elles ont mis de côté autre chose. Oui. C'est inévitable. Faire un choix, c'est toujours dire oui à quelque chose. Donc, accepter quelque chose, c'est toujours refuser ou rejeter autre chose. Puis même quand on fait pas de choix, on fait des choix. On fait le choix de pas choisir. Oui. Puis il y a un choix par défaut, un statu quo qui s'installe, qui existe. Exact. Oui. Alors, des fois, pas faire de choix, c'est aussi faire un choix. Et il faut vivre avec les conséquences de ces choix. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que quand on fait un choix, moi, des fois, j'entends des gens qui me disent « Ah, j'ai peur de pas faire le bon choix. » Non. Dans l'instant, avec l'information que j'ai sur une situation donnée, je fais toujours le meilleur choix. Je peux pas faire autrement. Peut-être que 5 minutes après, j'aurais choisi autre chose parce qu'il y a une autre information qui m'est donnée. Mais dans l'instant, je fais toujours le meilleur choix au meilleur de ma connaissance. Donc, il n'y a pas à regretter ou à appréhender de faire des mauvais choix. Si jamais je me rends compte que j'aurais pu choisir autre chose, mais par après, je choisis autre chose et c'est tout. C'est pas je me suis trompée puis j'ai fait un mauvais choix puis je vais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est non, je choisis de changer mon choix, c'est tout. C'est comme si à 20 ans on choisit une profession, on se rend compte que ça convient pas, mais c'est toujours possible de changer à 40, 50, 60. Eh oui, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Okay. Tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai donné un diplôme de yoga à un jeune homme de 72 ans. Pour qu'il enseigne le yoga. Pour qu'il enseigne le yoga parce qu'il a fini sa vie professionnelle, il est à la retraite, il se passionne de yoga, il a fait une formation, puis là, il va enseigner. Il n'y a pas d'âge. Donc, c'est simple, l'élimination. Ouais. La liberté. La liberté, c'est ça. La libération. Ouais. Puis on peut la vivre à tous les jours, un petit peu comme si on enlève des voiles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Tout à fait. Tout à fait. Et de se rendre compte que les choix que je fais, comme ils sont parfaits dans l'instant, je ne vais pas me sentir coupable. Donc, j'enlève le voile de culpabilité. Oui. Et Dieu sait. Qui est lourd et noir. Exact. Donc, si à la fin de ma journée, je regarde ce que j'ai fait,
ce que j'ai pas fait peut-être aussi, est-ce que j'ai pris plaisir, est-ce que ça m'a nourri, etc., etc., je vais avoir ce sentiment de liberté-là. Et donc, je pratique moksha aussi. Et bien sûr, petite mudra pour ça. Ouais! Alors, à partir d'Anjali Mudra, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les mains en gardant les pouces en contact, et puis on va tourner les mains pour faire Garuda. On s'envole. On s'envole. Et ici, là, vous avez le choix de garder les doigts collés, de les écarter, ou même éventuellement de les faire un petit peu bouger, comme les ailes de Garuda. Garuda, c'est un oiseau mystique, ouais. Et donc, de vous envoler comme ça. Ça donne des ailes. Les coudes sont obligés de se lever un peu presque, parce que trop serré, ça fonctionne pas. Donc, si vous écartez, si vous éloignez les doigts l'un de l'autre, qu'il y a de l'espace entre vos doigts, sentiment de liberté s'ouvre. Presque envie de lever, de léviter, de se soulever et de voler. Encore une fois, laissez la respiration être agissante. N'hésitez pas à bouger un tout petit peu les doigts si vous en ressentez le besoin, pourquoi pas. C'est une mudra qui est remplie de souplesse. Une dernière respiration. Et puis ensuite, on peut revenir en Anjali Mudra. Avant de retrouver le monde extérieur en ouvrant les yeux. Merveilleux. On peut s'envoler maintenant? On peut s'envoler. Pour moi, c'est un peu comme s'il y avait des voiles qui s'enlevaient. Mm-hmm. Surtout ici, surtout au niveau de la tête, beaucoup plus. Super. Alors, soit si on revient à chacun, à la période de l'éternelle déesse, de la ménopause, ok? Dharma, ce serait, bon, j'ai fait une partie de ma vie, je suis rendue à un âge où je peux évaluer ce que j'ai fait. La ménopause, c'est avec bienveillance. Avec bienveillance, bien sûr, c'est une pause de sagesse. Il y a peut-être des buts, une mission que je m'étais donnée ou que j'avais imaginé enfant ou plus jeune et que j'ai peut-être mis de côté pour me réaliser sur le plan professionnel, personnel, avec la famille, le compagnon, etc. Et puis là, ben, c'est comme le temps de faire le bilan puis dire, est-ce que je continue dans cette direction-là? Puis habituellement, bon, rendu à cet âge-là, les enfants sont élevés, etc. Donc, je peux réaligner encore une fois ce but, cette mission de vie-là. Commencer aussi peut-être à partager mes compétences, aider les autres d'une manière ou d'une autre. Je peux aussi peut-être réorienter ma carrière, Artha, mon travail. Est-ce que j'ai fait ce qui me plaisait vraiment ou j'ai opté pour un compromis qui était plus sécurisant sur le plan financier? Mais là, ce plan-là est peut-être plus assis, plus stable. Puis avec la famille qui est plus là, les obligations sont plus les mêmes. Donc, j'ai peut-être envie d'une deuxième carrière. Donc, ça serait peut-être le temps de revisiter ça puis de revisiter ces objectifs-là et de prendre plaisir à faire à la fois le bilan, de me réorienter, de trouver des activités aussi qui continuent à nourrir mes sens, là. Oui. Sur tous les plans, là, pas juste sur un seul plan, mais vraiment tous les sens. Donc, la découverte de la beauté, de l'esthétisme, de la musique, des arts, de l'expression artistique aussi vient nourrir Kama. Donc, c'est le temps de le faire. C'est vrai que c'est important, hein, Ouais. C'est essentiel. Parce que c'est d'autant plus important qu'à cette période-là de la vie d'une femme, l'aspect de la création, qui avant était plus dirigé vers la reproduction, puis de faire des enfants, puis de les élever,
ben là, cette période-là s'est éteinte, c'est terminé, mais la créativité, elle peut s'exprimer, la création peut s'exprimer de différentes façons. Oui. Soit à travers l'écriture, soit à travers la musique, soit à travers la peinture, peu importe, là, tout est possible pour continuer à exprimer le potentiel de création qui est présent à l'intérieur de la femme biologiquement, là. Excellent. Donc, c'est super important. Et puis, d'observer toute la liberté que de travailler, d'asseoir sa vie sur ces piliers-là, toute la liberté que ça nous donne, qui parfois est plus une liberté intérieure pour certaines personnes, mais la liberté intérieure, ça aussi, ça n'a pas de prix, là. Moi, j'ai déjà entendu une personne qui avait été emprisonnée et qui avait dit, ben écoute, depuis que j'ai vécu cet épisode-là, j'ai jamais été aussi libre intérieurement qu'en prison. Wow! Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y avait plein de contraintes extérieures, Oui. mais lui avait su trouver un espace de liberté intérieure à travers toutes les contraintes extérieures. Et donc ça, c'est moksha. Donc la liberté, elle est n'importe où, dans n'importe quel environnement où on peut se trouver. Ouais. Parce que c'est en dedans qu'on la trouve. Exact. Et qu'elle se manifeste par elle-même. Par elle-même, tout simplement. Il n'y a pas de pratique à faire sinon que de choisir est-ce que j'ai envie de voir la vie en rose ou la vie en noir. Ça, c'est moi qui fais le choix. C'est un choix intérieur. Et c'est ça qui va me donner aussi cette liberté intérieure-là de moksha. Magnifique. Alors, je te dirais, pour terminer, oui, les piliers, les buts, les voies que le yoga offre à travers cette définition-là, c'est de me relier à la nature, de me sentir relié à la nature, de recevoir ce que j'ai à recevoir, de donner ce que j'ai à donner, mais dans une juste mesure. Pas de tout donner puis tout me dépouiller. Oui. On vit pas dans une société occidentale qui permet ça, malheureusement. Donc, de le faire dans une juste mesure. Ou heureusement. On sait pas. De retrouver le sens aussi de la beauté, dans le sens artistique, là, de dire ce qui est beau les pour sens, moi, à travers les sens, c'est ça. D'installer un mode de vie qui me convient, qui correspond aussi à mes aspirations profondes. Et des fois, justement, à cette période-là de ma vie, j'ai des choses à remettre en place. Les enfants sont peut-être partis de la maison, peut-être des fois le compagnon aussi, où on s'aperçoit que, oups, on a vécu 2 vies différentes, même si on est resté dans la même maison, puis là, on se retrouve ensemble à se regarder et à pas se reconnaître. Donc, c'est peut-être à retrouver le sens sacré là-dedans. Et donc, avec cette trame de vie-là sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, notre quotidien va prendre une dimension sacrée, une dimension spirituelle. Et c'est là où vraiment la joie, la beauté, la paix intérieure, l'amour, tout ça va pouvoir s'exprimer vraiment comme à travers le quotidien, à travers des gestes qui sont simples, à travers des rencontres, à travers des échanges. Et puis c'est ça la vie, finalement. C'est extraordinaire. Grand merci, Lokana, pour tout ton partage. C'est extrêmement inspirant parce que des fois, il y a des choses qu'on se dit « Ah, ça, c'est pas spirituel. » ou « Ça, c'est pas si. » Puis là, avec ce que tu nous as parlé, ces 4 piliers, ces 4 voies du yoga, dans le fond, de la vie, on peut avoir les 4 en même temps. Donc, sans mettre des choses de côté, pour apprendre à se dire oui à soi. Puis à qui on est vraiment et le laisser se manifester. C'est vraiment magnifique. Et dire oui à soi, c'est dire oui à la vie. C'est ça. C'est magnifique. Est-ce que tu auras un mot de la fin que tu voudrais nous partager? Ben, c'est juste ça. C'est ça. C'est la grâce que je vous souhaite. C'est de réaliser, de mettre en place ces petits piliers-là à tous les jours, de les vivre à petite échelle pour qu'éventuellement tout se réalise en même temps. Excellent. Puis peut-être une question, c'est en ce moment... Juste observer quels sont les piliers qui sont les plus présents, quels sont les piliers qui sont un petit peu moins présents, comment je peux faire pour pouvoir équilibrer le tout, et peut-être amener des changements de vie qui me seront bénéfiques sur le long terme aussi. Puis amener des changements de vie, il faut pas oublier que c'est faire des choix. Oui. Et faire des choix, c'est la liberté. Merveilleux. Donc, un grand merci, Lokana. Merci, Marie. C'était extraordinaire.
Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.